France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Alors que les Européens assistent à l'embrasement du Proche-Orient et s'inquiètent pour l'Ukraine à leur porte, l'Alliance Atlantique a constaté qu'il devait redoubler d'efforts pour investir dans la défense. Le couple franco-allemand censé dynamiser l'Europe n'est pas au diapason sur certains sujets. Alors notre grand invité de cette semaine est un Allemand, Günther Kirschbaum. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le ministre délégué chargé des affaires européennes et vous êtes avec nous depuis Berlin. Vous avez été d'ailleurs ces 3 dernières années porte-parole pour la politique européenne du groupe parlementaire des chrétiens démocrates. C'est celui du chancelier Merz au Bundestag, président aussi du groupe d'amitié France-Allemagne et puis président de la délégation pour l'Union européenne. Vous êtes élu député du Baden-Württemberg, la région allemande la plus proche de la France. Francophone, j'espère francophile bien sûr. Günther Kirschbaum, commençons effectivement avec ces frappes israéliennes et américaines sur l'Iran. Effectivement, pas avertie, l'Europe ne réussit pas à imposer sa vue d'une résolution diplomatique. Nous sommes un peu inquiets concernant la stabilité de la région. Parce que, il ne faut pas négliger que c'était l'Iran qui a commencé à développer la bombe nucléaire. Et comme ça, je pense que personne peut vivre en paix si les mullahs ont cette bombe spécifique et avec la conséquence que ça va menacer la stabilité et la paix aussi en Europe. L'Israël, c'est un pays amical, surtout l'Allemagne est liée en amitié et on montre aussi la solidarité avec Israël, mais ça n'empêche pas, si je regarde maintenant à la région de Gaza, l'empathie avec les gens, avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants qui vivent ici. Et c'est-à-dire, c'est pas seulement maintenant la région de l'Iran, c'est aussi la région à Gaza, c'est toute la région où nous avons, comme Européens, une responsabilité. Président Macron, mais aussi mon homologue Benjamin Haddad sont vraiment engagés. Et là, nous avons une coopération très étroite avec nos collègues de l'Angleterre. On essaye de créer plus de stabilité dans la région. Mais en même temps, on voit bien que les positions ne sont pas complètement alignées. En effet, sur l'Iran, même Emmanuel Macron a critiqué la légalité des frappes américaines. Il y a aussi la demande par certains États de la révision de l'accord d'association UE-Israël. Même l'Espagne demande qu'il soit annulé. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour peser davantage, nous, Européens ? La coopération et aussi l'amitié entre la France et l'Allemagne, ça ne veut pas dire qu'on a une position ensemble au commencement. Mais à la fin, il faut trouver aussi des consensus. Je pense que la volonté de la France et la volonté de l'Allemagne ensemble est de créer la paix dans la région parce que la guerre ne peut pas continuer comme ça. Je peux comprendre la position d'Israël parce que nous, en Europe, nous avons des voisins avec des amis. C'est autrement en Israël. Et regardez, si on regarde à Hamas, si on regarde aux Houthis, si on regarde aussi à Téhéran, il veut que l'Israël va disparaître sur la carte et ça, on ne peut pas accepter ça. Comme ça, nous avons une volonté ensemble, la France et l'Allemagne, de créer la paix maintenant, et c'est
nécessaire, c'est indispensable de commencer maintenant avec des négociations parce que la guerre, ce n'est pas le futur. Alors, le sommet de l'OTAN des 24 et 25 juin s'est terminé par une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Sous la pression d'ailleurs du président américain, l'OTAN a accepté une hausse historique de ses dépenses de défense. Est-ce que ça signifie qu'on est vraiment en train de construire cette défense européenne? D'ailleurs, est-ce qu'on investit vraiment contre la Russie ou est-ce qu'on investit pour faire plaisir à Trump? Tout d'abord, il est nécessaire d'investir plus dans notre propre sécurité parce que cette sécurité est menacée par la Russie et nous avons des défis énormément. Et comme ça, il est aussi nécessaire de soutenir l'Ukraine en avenir. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec les dépenses qu'on a actuelles à ce moment. Il faut investir plus dans la sécurité parce que sans sécurité, je peux réaliser rien en Europe. Pas la croissance de l'économie, pas garantir la liberté des gens. Ce n'est pas possible de vivre dans un système social qui a un avenir. Et comme ça, il est nécessaire de créer un cadre de sécurité, de stabilité. Et pour cette raison, il est nécessaire d'investir plus. Votre gouvernement, Merz, a engagé 500 milliards d'euros dans la défense pour arriver à 3,5% du PIB en 2029. Face à cette menace russe, il ambitionne d'avoir l'armée la plus puissante d'Europe et même un retour du service obligatoire. Est-ce que cette Allemagne qui se réarme va aussi choisir de préférence un armement européen? L'Ukraine, c'est un pays européen et c'est Donald Trump, ce sont les Américains, mais c'était aussi Biden dans le passé qui a mentionné ça. C'est un pays européen et comme ça, c'est maintenant les États-Unis qui veulent que nous, comme Européens, peuvent résoudre aussi les problèmes qui pose l'Ukraine. Bien sûr, nous voulons que les États-Unis restent dans le bateau, que les États-Unis montrent aussi en avenir leur solidarité avec l'Ukraine, mais c'est aussi la vérité qu'ils veulent concentrer plus sur la région de la Chine, plus de la région de Taïwan. Nous devons concentrer plus de la région européenne. C'est-à-dire, ça commence de devenir plus efficace avec les systèmes d'armement. Mais un armement américain, parce que vous avez beaucoup acheté américain, les Allemands précisément, pour vos armées. Et l'OTAN nous demande toujours plus d'acheter américain. Est-ce qu'on va vers une souveraineté industrielle de la défense européenne? Si c'est possible, et bien sûr, si c'est possible. Mais à ce moment, ce n'est pas possible. Et c'est la réalité. C'est-à-dire, et bien sûr, les États-Unis restent notre partenaire dans l'OTAN. Et il est peut-être quelquefois aussi nécessaire de diverser les dépenses. Mais à la fin, il est nécessaire d'augmenter l'indépendance de l'Europe concernant l'armement, concernant aussi l'infrastructure. Et c'était le président Macron qui a mentionné ça dans le passé, qu'il est nécessaire que l'Europe va achever cette autonomie stratégique. Et moi, je suis un grand adhérent de cette idée, mais ça commence aussi avec d'autres sujets dans notre économie. Quelquefois, oui, c'est aussi la vérité, ça va devenir plus cher. Si je pense seulement à la pharmaceutique, quand même, il est nécessaire de concentrer plus de nos forces. Et ça continue aussi avec l'armement. Si c'est possible, qu'on peut résoudre ça avec des moyens européens, on doit le faire. Mais c'est notre tâche, c'est notre propre tâche
de devenir plus efficace en Europe. Vous savez bien que 57% des Allemands sont favorables à un soutien militaire à l'Ukraine, qui est à quelques milliers de kilomètres de la frontière allemande. Les Européens sont-ils en train de réussir à porter l'Ukraine à bout de bras, même si d'ailleurs on sait que financièrement les Américains se désengagent? Vous l'avez mentionné, on doit le faire. On doit le faire parce que c'est peut-être difficile de regarder à ces jours Donald Trump. Il change très vite son opinion. Comme ça, c'est quelquefois difficile de créer une politique où on peut vraiment calculer ce qu'il veut faire à la journée prochaine. Il est nécessaire maintenant de trouver un consensus avec la France, de trouver un consensus avec l'Angleterre aussi, parce que même si l'Angleterre n'est plus membre dans l'Union européenne, il est très, très difficile à renoncer à l'Angleterre à cause des raisons de sécurité. Il faut créer toutes les forces qui sont nécessaires maintenant de renforcer la position pour l'Ukraine. Pourquoi? Un jour, on doit faire des négociations concernant la paix, mais pour cette raison, il est nécessaire d'avoir une Ukraine très forte. Autrement, la Russie va dicter les conditions et il est nécessaire d'éviter ça. Alors, Günther Kirchbaum, le gouvernement de Friedrich Merz, votre gouvernement refuse toute augmentation du budget européen pour la période 2028-2034. Et Berlin exige d'ailleurs de conserver son rabais. La France, l'Espagne, encore le Portugal, le Parlement européen, pourtant dominé par le Parti populaire européen, votre parti, plaide pour un budget beaucoup plus ambitieux que les tout petits 1% du PIB de l'Union européenne. Vous n'êtes pas en train d'être un peu frugaux, justement, vous les Allemands, ce nouveau gouvernement Merz? Non. C'est-à-dire les négociations pour le cadre financier pluriannuel, ça va commencer maintenant dans la responsabilité de la présidence de Danemark, parce qu'à ce moment, c'est la présidence de la Pologne, mais ça va commencer maintenant de réfléchir comment on peut aussi créer ce cadre, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire de dépenser aussi dans l'avenir la même somme en euros pour l'agriculture? Ça va commencer. Vous allez vous fâcher avec les Français si vous mettez la politique agricole commune en doute. Je sais qu'il faut négocier. C'est la même chose en Allemagne. Mais c'est maintenant aussi la question, c'est ce qu'on veut. Et si on veut dépenser plus pour la sécurité, plus pour la défense, plus pour... on peut augmenter le budget, c'est ce que disent les autres. On peut augmenter le budget. De la recherche. Non, c'est maintenant la question où on veut faire des contributions, c'est-à-dire investir aussi dans les secteurs techniques, dans le futur en général, la recherche, l'éducation, etc. Et peut-être aussi dans la sécurité sociale. Mais ça commence maintenant. Ça commence. Et à la fin, on doit trouver un consensus et il est nécessaire d'investir plus dans la génération jeune parce que c'est leur avenir, ce sont leurs perspectives. Autrement, l'Europe va perdre la crédibilité. Autre différent avec la France, votre gouvernement allemand est fervent partisan des accords de libre-échange avec le Mercosur, que vous voyez comme une opportunité stratégique pour diversifier les marchés. Paris essaye au contraire d'organiser une minorité de blocage avec l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et demande des clauses protégeant les agriculteurs, avec d'ailleurs l'Italie. On va se fâcher sur ce dossier Mercosur? Je ne suis pas inquiet parce qu'on a négocié ce Mercosur agrément maintenant 25 ans. 25. Alors, on ne s'est pas peut-être dépêché avec ça. C'est maintenant l'heure exacte de finaliser ça. Pourquoi? Parce que les relations avec les États-Unis, avec des tarifs qui augmentent, montrent absolument très, très clair
qu'il est nécessaire pour l'Europe de diversifier plus. Ça ne concerne pas seulement le Mercosur, ça concerne aussi autres régions dans le monde. Et si je regarde maintenant spécialement sur le Mercosur, il y a des points de la France, on peut résoudre ça, mais à la fin, il est nécessaire d'achever maintenant ce agrément. Alors, parlons juste de l'Allemagne très brièvement. C'est vrai que votre pays reste hanté par le fantôme du nazisme, en particulier en mai. L'Office de protection de la Constitution a classé le parti Alternative für Deutschland, deuxième force politique du pays, comme mouvement extrémiste de droite confirmé, avec une possible interdiction de ce parti. Alors, est-ce que vous êtes plutôt pour? Il faut lutter contre avec des moyens politiques, pas juridiques, avec des moyens politiques. Parce qu'autrement, il est nécessaire de demander soi-même pourquoi est-ce que les extrêmes droites ont maintenant 20% et plus. C'est-à-dire, les gens, les citoyens, il y a des problèmes. Il faut résoudre les problèmes. Si je regarde maintenant le développement à Danemark, où c'était possible de diminuer le pourcentage pour les extrêmes droites, on peut faire ça, mais il faut résoudre les problèmes et il faut prendre au sérieux les problèmes des gens et les citoyens. J'étais l'AfD dehors du Parlement avec des moyens de notre Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas la solution. Pas absolument. Et votre coalition avec chrétiens et social-démocrates, elle va tenir 4 ans, elle est solide, avec 12 voix seulement d'avance au Bundestag? Nous n'avons pas achevé notre but, bien sûr pas, mais ce sont maintenant 2 mois que nous sommes en charge au retour de notre pouvoir. Et comme ça, je pense que le développement économique est encourageant et ça, peut-être, va donner plus d'optimisme aussi pour les gens. Merci Günter Kriechbaum d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Merci à vous de nous avoir suivis sur nos 2 antennes. Vous restez bien sûr avec nous, l'actualité continue.